commence déjà par vous remercier, professeur Sen. Merci d'ouvrir cette réunion de la journée et de participer au staff avec votre présentation sur la neuropathie des petites fibres. Vous êtes donc interniste à l'hôpital de la Riboisière. Et voilà, je vous laisse commencer. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci pour cette invitation sur ce sujet qui est un sujet d'intérêt pas simplement pour moi, mais également pour beaucoup de médecins et pour vos propres patients. Alors, quand on parle de neuropathie des petites fibres, ça, c'est mes liens d'intérêt. Je n'ai pas de vrai lien de conflit, mais en tout cas pas avec le topo actuel. Quand on parle de neuropathie des petites fibres, j'aime bien commencer par rappeler que notre objectif en médecine, le plus souvent, c'est d'essayer d'avoir des données factuelles. Là, quand je dis qu'il faut convoquer les raisons, c'est il faut convoquer les preuves. Et que parfois, on a parfois tendance, peut-être même de façon étonnante, plus facilement à croire en l'existence de maladies qu'on ne peut pas prouver plutôt qu'à croire de l'existence de maladies qu'on peut prouver. Les neuropathies des petites fibres, ça reste des patients qui sont très symptomatiques, sont polysymptomatiques. Et il est important, avant d'étiqueter une neuropathie des petites fibres, d'avoir quand même une documentation définitive, hein, donc, de la lésion en question. Donc, toujours rechercher des preuves, ça me paraît important. Ça permet aussi de démystifier un petit peu tout ce qu'on dit autour des manifestations psychosomatiques qui peuvent expliquer un certain nombre de douleurs. Alors, c'est une pathologie qui n'est pas émergente. En réalité, elle existait depuis bien avant. Mais au fil des années, surtout à partir des années 2000, on a commencé à disposer de tests neurophysiologiques et de tests histologiques qui nous permettent de documenter, en tout cas de prouver l'existence d'une neuropathie des petites fibres. C'est pour ça que les publications augmentent. Et moi, en tant qu'interniste, je me suis mis à m'intéresser aux neuropathies des petites fibres en passant plutôt par les maladies auto-immunes. Je pense que ceux qui ont vu des patients qui ont Gougereau, on a toujours dit assez souvent que les patients qui ont Gougereau ont un profil particulier. Ah, ils ont mal partout, etc. Et à l'époque, on disait un Gougereau qui a mal, c'est banal, c'est classique. Sauf que je considère qu'à titre personnel, et cette expérience m'avait amené à considérer qu'on ne pouvait pas se satisfaire de cette maxime. Et donc, sur cette patiente qui, à l'époque, c'était en 2008, avait 69 ans à l'époque, avait une xérostomie, avait une xérophtalmie, avait un schizome 3, et donc qui remplissait les critères diagnostiques ou de classification pour la maladie de Sjögren, même en l'absence d'anticorps anti c'est ça, elle remplit les critères, donc on pouvait la considérer comme ayant un Sjögren. Mais ce dont elle se plaignait le plus, c'était quand même des douleurs des membres inférieurs, puis qui évoluaient vers les membres supérieurs à type de brûlure, de picotement, de lancement et d'allodynie, avec un examen neurologique et un examen clinique qui est relativement modeste, hein, sans déficit sensitivo-moteur, sans aréflexie. Il y a peut-être quelques signes de végétatifs à l'interrogatoire. Et donc, naturellement, devant ce tableau de douleurs qui paraissent être des douleurs d'allure neuropathique, on a effectué un électromyogramme et l'électromyogramme était revenu normal. Et c'est très important de retenir cela. L'électromyogramme revient normal. Évidemment, en réinterrogeant la patiente, on peut se poser la question, comme dans un contexte de Sjögren, s'il s'agit de manifestations psychosomatiques. On peut également évoquer éventuellement une fibromyalgie. Je suis intimement convaincu que si on lui peut passer, par exemple, le questionnaire FIRST sur 6 questions, qu'elle remplira au moins 5 sur les 6, et donc on pourrait éventuellement la classer comme ayant une fibromyalgie. Et c'est là qu'effectivement, on a pu aussi avoir certaines réflexions sur le fait qu'un électromyogramme soit normal dans un contexte de douleur neuropathique. Et c'est là qu'on a pu évoquer la possibilité éventuellement que ce soit d'autres types de fibres nerveuses qui ne sont pas vues en tout cas ou qui ne sont pas évaluées par l'électromyogramme. Et donc, c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, je dis mythe ou réalité parce qu'une fois de plus, il faut partir sur des choses qui sont documentées. Si une maladie qu'on ne documente pas, on peut en discuter. Là, il s'agit d'une maladie éventuellement qu'on peut documenter. Il faut juste, la première chose, c'est vous rappeler que l'électromyogramme, c'est-à-dire la stimulation électrique, ne peut explorer que les fibres de gros calibre, c'est-à-dire de diamètre supérieur à 7 microns. Ça, c'est une donnée de base que nous devons tous retenir. Autrement dit, pour explorer un certain nombre de fibres, surtout des fibres dont le diamètre est inférieur à 7 microns, l'électromyogramme ne sert absolument à rien. C'est comme si on vous demandait de vérifier s'il y a des microbes avec vos yeux. Non, il vous faut un microscope. Et donc, pour voir des choses qui sont beaucoup plus petites. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faudra faire. Et donc, ces diapositives pour montrer les différents types de fibres nerveuses.
Si on prend juste les fibres sensitives, les fibres A-alpha, les fibres A-bêta sont les fibres qui sont myélinisées, qui sont responsables de la sensibilité proprioceptive, qui sont responsables de la sensibilité épicritique, de la sensibilité vibratoire. Et ce sont des fibres dont le diamètre est supérieur à 7 microns en général, qui sont myélinisées, qui sont détectables sur une stimulation électrique. La réalité, c'est que les fibres qui véhiculent les douleurs dites neuropathiques, les douleurs neuropathiques, qui sont mécaniques ou qui sont thermiques, ou qui sont chimiques, ces fibres, ce sont les fibres A delta et les fibres C. Par ailleurs, je ne l'ai pas mis ici, mais on peut le rajouter, les fibres qui s'occupent du système nerveux autonome. Et quel que soit le système nerveux autonome, ce sont les fibres C qui véhiculent les influx nerveux du système nerveux autonome. Le diamètre, il est là, c'est entre maximum 0,3 et 5 microns. Et donc, à partir de là, vous pouvez tout de suite vous rendre compte que si vous voulez évaluer les fibres nerveuses qui véhiculent les douleurs dites neuropathiques, vous ne pouvez pas vous servir de l'électromyogramme. Tout au plus, un électromyogramme anormal vous dira que vous avez une atteinte des grosses fibres nerveuses qui elle-même peut être associée à une atteinte des petites fibres nerveuses. Mais retenez que l'électromyogramme normal, dans un contexte où vous suspectez une atteinte des petites fibres nerveuses, c'est quelque chose qui est strictement attendu. Il n'y a pas de surprise dessus. D'accord? Et donc, toute la question maintenant, c'est dans un contexte où j'ai des patients, où j'ai un patient qui se plaint de douleurs neuropathiques et que je définis comme étant neuropathique, où j'envisage que ce soit une neuropathie éventuellement douloureuse de type petite fibre nerveuse, est-ce que je suis en mesure de documenter l'atteinte des petites fibres nerveuses? Et c'est ça que l'on va voir. Et donc, pour revenir à cette patiente, on peut évoquer des manifestations psychosomatiques, mais aussi on peut évoquer une neuropathie des petites fibres. Charge à nous maintenant de documenter cette neuropathie des petites fibres. Et donc, question suivante, peut-on prouver une atteinte lésionnelle des petites fibres nerveuses? La réponse, elle est oui. Il y a plusieurs techniques aujourd'hui qui sont des méthodes neurophysiologiques, des méthodes histologiques et des méthodes morphologiques. Donc, les méthodes neurophysiologiques, elles sont nombreuses. On peut jouer, par exemple, sur le système nerveux autonome. Les réponses cutanées sympathiques, ça, c'est le système nerveux autonome, la variabilité de la fréquence cardiaque, les tests du système nerveux autonome, on peut les faire, la recherche du potentiel orthostatique, tout cela fait partie des choses qu'on peut faire pour évaluer le système nerveux autonome. On peut ensuite regarder d'autres tests, la quantification des seuils sensitifs, c'est la quantification des seuils thermiques. La quantification des seuils thermiques, ça permet de voir la capacité du patient à discriminer les variations de température. Pourquoi? Je vous ai dit que la sensibilité thermique était, j'allais dire, véhiculée par les petites fibres nerveuses, les fibres A delta et les fibres C. Donc ça, il s'agit d'un test qui existe, mais qui est un test qui peut être parasité par le contexte psychologique du patient, puisque ça demande une participation du patient. On peut aussi faire ce qu'on appelle les potentiels évoqués par stimulation laser. Et ça consiste en quoi? Ça consiste à l'utilisation d'un faisceau laser particulier qui va stimuler de façon préférentielle les fibres A delta. Et en utilisant donc ce faisceau, on peut arriver à évaluer les potentiels. Je vous donne ici un exemple. Là, vous avez ici au niveau des mains, à droite comme à gauche, des potentiels évoqués par stimulation avec un recueil au niveau médulaire et un recueil au niveau du vertex, par exemple, avec les ondes que l'on voit ici. Et là, au niveau des pieds, vous avez un tracé qui est complètement aplati. Et ce tracé qui est aplati montre qu'il y a une abolition des potentiels évoqués laser aux membres inférieurs, et ce qui témoigne de l'existence d'une atteinte des fibres A delta. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut faire. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de centres qui sont en mesure de l'effectuer, mais ça se fait à l'hôpital Henri Mondor à Créteil, et ça se fait également à l'hôpital de Saint-Étienne, au CHU de Saint-Étienne. Je pense aussi qu'il y a un médecin qui le fait à Nantes. Donc, les potentiels évoqués laser explorent les fibres A delta. C'est une évaluation objective de la douleur qui est provoquée. C'est une sensibilité de 70% dans les neuropathies des petites fibres. Et ses limites, c'est l'appareillage qui est spécifique. Et bien sûr, la composante centrale, mais ça, je n'en parlerai pas. Là, c'est les techniques neurophysiologiques. On peut également utiliser des techniques histologiques. Dans les techniques histologiques, vous avez la biopsie de peau qui est l'examen de référence. Et dans cette biopsie de peau, c'est une biopsie neurocutanée. Dans cette biopsie, ce qu'on va faire, c'est une biopsie au niveau ici donc de la cheville, donc à 10 cm au-dessus de la cheville. Une autre biopsie à 20 cm en dessous de l'épine iliaque antéro-supérieure. Vous voyez la taille de la biopsie, c'est un punch classique. Et à l'intérieur
de la peau, on va aller analyser les fibres nerveuses qui rentrent dans l'épiderme, ce qu'on appelle les fibres nerveuses intraépidermiques. Et ces fibres nerveuses intraépidermiques sont des fibres de petit calibre. Hein, ce sont des fibres A delta et des fibres C. Et en utilisant un marqueur qui est le PGP 9.5, on peut quantifier le nombre de fibres par millimètre qui existent, ou plutôt qui sont vues dans l'épiderme. Et cet examen permet de retrouver une diminution de la densité intraépidermique. Et la diminution de la densité intraépidermique est un examen qui est très spécifique des neuropathies des petites fibres, avec une bonne sensibilité, une valeur diagnostique qui est de près de 90%. Les limites, c'est que cette technique, elle est très particulière, qu'elle consomme beaucoup de temps et qu'il n'y a pas beaucoup de centres qui sont en mesure de le faire. Mais je sais que ça se fait au Kremlin-Bicêtre, ça se fait à Strasbourg, ça se fait à Angers. Je crois aussi que ça doit se faire à Saint-Étienne ou à Marseille. Donc, là également, voilà, pas beaucoup de laboratoires. Les rendus de résultats qui sont parfois assez longs, mais en tout cas, c'est l'examen de référence. Et donc, on peut également passer par la biopsie cutanée. On peut compléter tous ces examens par le pseudoscanner, qui est un examen maintenant qui est assez connu, qui est utilisé par exemple en diabétologie pour suivre les patients qui ont un diabète et pour voir les incidences ou les risques de survenue de neuropathie diabétique. Hein, c'est l'équivalent du réflexe cutané sympathique. Et ça permet donc de mesurer les conductances cutanées. Le pseudoscanner mesure les conductances cutanées avec une sensibilité de 60% et un temps d'examen qui est d'environ 3 minutes. Donc, ça se fait assez rapidement. Et pour finir, on peut utiliser un examen morphologique qu'on appelle une microscopie confocale cornéenne in vivo. Et pourquoi? Il se trouve que la cornée est le tissu le plus densément innervé. C'est 7000 fibres par millimètre carré. C'est environ 300 à 400 fois plus que sur l'épiderme. Les fibres qui sont dans la cornée, c'est les fibres de petit calibre, les fibres A delta, les fibres C. Et c'est pour cela que quand vous avez un grain de sable dans l'œil, quand vous avez un cil dans l'œil, ça vous fait extrêmement mal. Et c'est pour cela que les kératites font très mal, parce que justement, donc, elles touchent à une zone où se trouvent énormément de petites fibres nerveuses. Eh bien, on peut faire l'évaluation de la densité en petites fibres nerveuses au niveau de la cornée. Là, vous avez ici les fibres qui sont ici en autofluorescence, hein, sur l'examen donc microscopique, ici donc en autofluorescence, et dans un patient qui est tout à fait normal. Et en deux, vous avez ici un sujet qui a un certain nombre de Sjögren. Là, vous avez un sujet qui est une neuropathie des petites fibres avec un certain nombre de Sjögren. Ici, vous avez une neuropathie des petites fibres idiopathiques. Et ce que vous voyez, c'est la raréfaction des petites fibres nerveuses. Et puis, de temps en temps, il y a ce qu'on appelle des névromes. Et parfois, on peut tomber sur des cellules inflammatoires. Donc là également, c'est un examen qui est extrêmement utile et surtout un examen qui va être extrêmement intéressant chez des patients qui ont des douleurs neuropathiques au niveau des yeux. Et ce sont des patients pour lesquels l'examen ophtalmologique standard sera normal, strictement normal. Il faut utiliser une microscopie confocale cornéenne, donc un examen de ce type, pour aller regarder à l'intérieur de la couche cornée, hein, vraiment par microscope, aller regarder à l'intérieur de la couche cornée l'existence d'inflammation qu'on ne pourra pas déceler directement sur un examen de base. Et une fois qu'on a mis en place cet examen, qu'on a diagnostiqué une atteinte cornéenne, on peut adapter les traitements. Donc, j'espère que sur cette première partie, que voilà, que vous êtes maintenant suffisamment convaincu que non seulement l'électromyogramme n'est pas d'un apport, en tout cas direct, sur l'évaluation des petites fibres nerveuses, mais que surtout, on a la possibilité de documenter, de prouver qu'il y a une atteinte des petites fibres nerveuses. Maintenant, quelles sont les manifestations cliniques donc, qui peuvent être rapportées à cela? Les manifestations cliniques sont celles qui correspondent à la fonction des fibres nerveuses. C'est des fibres sensitives, donc on a des manifestations sensitives. C'est des fibres qui véhiculent les signaux de la sensibilité thermique, de la sensibilité algique. Donc on saura plutôt sur le versant douleur et sur un certain type d'autres manifestations. Ce sont les fibres nerveuses qui s'occupent du système nerveux autonome, donc on aura également des manifestations végétatives. Donc un type de manifestation douloureuse, c'est les sensations de brûlure, comme vous le voyez ici, c'est les sensations de picotement, c'est les sensations de décharge électrique, c'est parfois des sensations de froid douloureux, et puis des douleurs, ça peut être superficiel, ça peut être profond, ça peut être spontané ou provoqué, et provoqué, c'est l'allodynie, quand on parle de douleur provoquée. Et puis, vous avez
ces picotements, ces fourmillements qui sont des paresthésies ou des dysesthésies, des illusions de gonflement. Le patient vous dira, j'ai l'impression que ça gonfle. Et dans les contextes des manifestations végétatives, vous pouvez avoir des modifications vasomotrices. J'utilise toujours et je recommande donc le DN4. Alors le DN4, il n'est pas fait pour diagnostiquer une neuropathie. Le DN4, il est fait pour nous aider à définir si oui ou non les douleurs dont se plaint le patient sont des douleurs qui éventuellement pourraient être des douleurs d'allure neuropathique. J'insiste dessus. C'est pas parce qu'on a un DN4 qui est à 10 sur 10 qu'on a une neuropathie des petites fibres. Ça signifie simplement qu'on a une douleur d'allure neuropathique. Charge à nous de faire le point. Donc, ce DN4 que vous connaissez bien, à partir d'un score de 4 sur 10, on a une sensibilité de 83%, une spécificité de 90%, dans le cadre pour définir une douleur neuropathique. D'accord? Je réinsiste dessus pour définir une douleur neuropathique. Les signes cliniques subjectifs toujours, c'est les signes de dysautonomie. Et là, vous prenez un questionnaire qui s'appelle le Compass 31, qui vous permet de regarder toutes les fonctions autonomes, que ce soit le vasculaire avec la recherche du potentiel orthostatique, soit le tube digestif, la gastroparésie, les constipations, la diarrhée, que ce soit le système vésico-sphinctérien, que ce soit la peau, le syndrome sec oculaire ou buccal, parce qu'il y a une sécrétion exocrine, des troubles de la sudation, par exemple. Et donc là, je vous mets ici, vous voyez ici tout de suite, les différentes aires qui peuvent être affectées quand vous avez une atteinte végétative. Et donc on comprend tout de suite que le malade qui vient vous voir en disant j'ai mal partout, ça brûle, ça pique, et on m'a diagnostiqué un trouble fonctionnel intestinal. Et quand je mange, j'ai du mal à digérer, je peux tout de suite comprendre que ça n'engage pas, j'allais dire, les médecins, parce qu'on a peut-être du mal à trouver un rationnel, en tout cas scientifique, à l'ensemble de ces symptômes. Mais sachez que les petites fibres nerveuses peuvent être responsables autant de douleurs que de troubles végétatifs, et que le rôle des médecins, c'est que dans ce genre de situation, vous vous posiez la question de savoir si ou non il y avait un lien potentiel entre le fait d'avoir des douleurs neuropathiques et le fait, par exemple, d'avoir un intestin dit irritable. D'accord? Ce lien est possible en passant par les petites fibres nerveuses. Après, charge au médecin de démontrer l'atteinte lésionnelle ou pas. Il y a très peu de signes objectifs dans les neuropathies des petites fibres. Parfois, une hypoesthésie à la piqûre, parfois une hypoesthésie à la chaleur ou au froid. L'allodine à la pression, mais ce n'est pas quelque chose de spécifique. La recherche de troubles vasomoteurs de façon objective, les anomalies pupillaires, comme la pupille a dit, mais surtout, les éléments qui sont importants sont les éléments négatifs. Les petites fibres nerveuses ne véhiculent pas la proprioception, ne véhiculent pas la motricité. Donc, il n'y a pas de déficit proprioceptif, il n'y a pas de déficit moteur, il n'y a pas d'aréflexie, il n'y a pas de pied creux. On peut avoir un trouble trophique, c'est beaucoup plus rare. Donc, en pratique, si l'examen neurologique est anormal parce que vous avez une abolition des réflexes, de la proprioception, d'atteindre la proprioception, il y a autre chose en plus, éventuellement, d'atteindre les petites fibres nerveuses. Mais voilà, le message, c'est il n'y a pas de signe objectif en général. Sur une étude que j'avais faite ici il y a 1 ou 2 ans sur 151 patients, vous voyez ici le pourcentage de troubles vasomoteurs, 32% de patients qui avaient des troubles vasomoteurs, 23% qui avaient une hyperhidrose. L'hyperhidrose, le patient qui transpire, y compris en hiver, sans savoir exactement pourquoi il transpire, il faut toujours lui poser la question de savoir s'il y a autre chose que la transpiration, en l'occurrence des douleurs neuropathiques. Ces patients vont passer soit en médecine interne ou médecine polyvalente ou en endocrinologie pour éliminer une endocrinopathie. Mais une fois que l'endocrinopathie a été éliminée, pensez au fait que l'hyperhidrose est un signe d'atteinte végétative. Et donc, vous pourrez ensuite poursuivre l'exploration dans ce sens-là. La dysurie est possible, 21%, et puis constipation, beaucoup plus rarement. Au-delà de la douleur, il me paraît extrêmement important d'évoquer les conséquences invisibles. Comme disait Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible aux yeux, et il faut absolument que nous puissions retenir que la douleur est un handicap, un vrai handicap. Je vous mets cette photo parce que c'est un dessin que m'avait fait une de mes patientes, chez qui je ne comprenais pas les mécanismes de sa douleur, elle a eu du mal à l'exprimer. Et comme le DN4 est un questionnaire suggestif, je ne voulais pas nécessairement lui suggérer des questions. Parce que le risque du DN4, c'est de demander au patient, est-ce qu'il y a des brûlures? Ah oui, il y a des brûlures.
Est-ce que ça pique? Ah oui, c'est vrai que ça pique. Est-ce qu'il y a des charges électriques? Ah oui, il y a des charges électriques. Donc, comme c'est un questionnaire qui est suggestif, il vaut mieux parfois demander au patient d'utiliser ses propres mots, d'utiliser ses propres armes pour décrire ses symptômes. Et donc, cette patiente qui avait du mal à s'exprimer, que j'avais du mal à comprendre, je lui dis, mais écoutez, vous faites du dessin, ben, faites-moi simplement un dessin, tout simplement. Et puis, je verrai ce que je vais en faire. Là, vous voyez, un dessin, magnifique dessin, où on a un sapin, un couteau, des flammes, des fourmis, des coups d'éclair. Et l'écrit en dessous, si la douleur se voyait, je clignoterais comme un sapin de Noël. Ça veut tout dire. Et ça m'a permis de mieux comprendre exactement pourquoi cette patiente avait ces douleurs neuropathiques. Et ça nous a amené à redresser le diagnostic puisqu'il a une vascularite, à dire c'est pas la vascularite qui pose un souci aujourd'hui, c'est plutôt une atteinte des petites fibres nerveuses qui semble poser un souci aujourd'hui. Mais ça, c'est parce que cette patiente avait du mal à exprimer les choses, que nous avions du mal à comprendre, et que grâce à ce dessin, ça nous a permis de mieux comprendre les choses. Une autre patiente qui est photographe me parle d'incompréhension, me parle de confinement. Et donc, voilà l'exemple de choses que l'on peut faire. Et on peut encore aller plus loin en regardant la qualité de vie. Pour cela, on peut utiliser le SF36 dans cette étude allemande, plutôt néerlandaise, qui avait regardé l'impact en utilisant le SF36 sur la qualité de vie des patients. Regardez simplement, ici c'est la population générale en noir, en gris les patients qui ont une neuropathie des petites fibres, et vous voyez donc l'écart sur le score, dit le score combiné physique. Ici le PCS, sur le score combiné physique, vous avez une diminution très importante de la qualité de vie et une diminution moins importante sur le score combiné mental. Nous-mêmes, nous avons fait ce travail ici dans le centre de Jogren. Une fois qu'on a dit qu'on a documenté une atteinte lésionnelle, la question maintenant, c'est y a-t-il des pathologies particulières qui sont en mesure d'entraîner une neuropathie des petites fibres ou est-ce une maladie isolée? Et donc, ce sont les étiologies des neuropathies des petites fibres. La première des étiologies, c'est d'abord les causes métaboliques, qui représentent environ 20% des causes. Et au premier de ces causes métaboliques, vous avez le diabète sucré et l'intolérance au glucose. La neuropathie diabétique est une neuropathie des petites fibres. Et personne d'entre vous ne fera un électromyogramme pour documenter une neuropathie diabétique et pour cause. Si vous faites un EMG au début d'une neuropathie diabétique, cet EMG sera normal. Un patient qui est diabétique qui vous dit j'ai des picotements, j'ai des fourmillements, j'ai des brûlures au pied, vous retenez en règle générale qu'elle a une neuropathie diabétique. Donc c'est une neuropathie des petites fibres diabétiques et c'est effectivement ce qu'il faut faire. La carence en vitamine B12 peut donner des neuropathies des petites fibres, la carence en B6 également, de façon beaucoup plus anecdotique, la dyslipidémie, l'hypothyroïdie et l'insuffisance rénale chronique. Le deuxième type de cause, ce sont les causes dysimmunes ou inflammatoires, qui représentent là également environ 20% des causes. Vous avez le syndrome de Sjögren et la sarcoïdose, qui sont les deux grandes pourvoyeuses de neuropathie des petites fibres. Et donc, ça signifie systématiquement vérifier l'existence d'anticorps liés au syndrome de Sjögren, vérifier qu'il y a un syndrome sec, et bien sûr, ne pas hésiter à faire une biopsie des glandes salivaires accessoire, si le contexte s'y prête, qui sera utile pour rechercher un Sjögren, mais également pour rechercher une sarcoïdose. La maladie cœliaque, ça reste une maladie rare, mais elle peut donner des neuropathies des petites fibres. Et puis, la polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthropathies, le lupus, le vascularite, l'amylose AL, les gammopathies monoclonales sont rapportées. Vous avez des causes qui sont des causes toxiques. Dans ces causes toxiques, vous avez les antirétroviraux, vous avez quelques antibiotiques, mais surtout les chimiothérapies. Il faut vraiment penser à celles-là, surtout chez les femmes qui se plaignent de douleurs, d'allure neuropathique, alors qu'ils ont eu un cancer du sein pris en charge 10 ans plus tôt. En règle générale, à l'interrogatoire, recherchez la prise d'oxaliplatine, en tout cas de celle de platine, pour faire simple, et de Taxol. Et dans ces conditions, en général, ils ont souvent eu du Taxol dans le cadre de leur chimiothérapie. C'est une complication connue de la chimiothérapie avec les sels de platine, avec le Taxol. Donc, c'est quelque chose qu'il faut retenir. L'alcool est une cause de neuropathie des petites fibres, mais en général, il y a une atteinte de grosses fibres nerveuses. Et de façon tout à fait discutable, le surdosage en vitamine B6 ou le surdosage en statine ou la silicone. Je ne sais plus si je pense que j'espère ne l'avoir pas oublié sur les causes infectieuses. Vous avez des manifestations qui peuvent être liées à des
origines génétiques, en particulier à des mutations des canaux sodiques. Les mutations du canal sodique, en particulier, c'est une mutation du canal NAV1.7. Et ce canal NAV1.7, c'est un canal sodique. Pour véhiculer l'influx nerveux, il faut que ces canaux soient activés avec un échange du sodium et du potassium. Ben, ça, ce sont ce qu'on appelle des mutations avec gain de fonction. Et ces mutations avec gain de fonction font qu'en fait, que les canaux sodiques restent ouverts comme si vous aviez un interrupteur qui était sur on en permanence. Et dans ces conditions, ça entraîne une activation chronique des petites fibres nerveuses. Et cette activation chronique des petites fibres nerveuses va être responsable des symptômes douloureux et progressivement des lésions que l'on pourra authentifier sur une biopsie cutanée ou sur les tests neurophysiologiques. D'autres causes génétiques, les mutations des récepteurs, des nocicepteurs. Il y a l'amylose de la transthyrétine, familiale à la transthyrétine qu'il faut également connaître. Donc, en tout cas, ne pas hésiter à rechercher l'amylose s'il le faut. Alors, j'ai complètement oublié de mettre les causes infectieuses, mais parmi les causes infectieuses, c'est décrit avec l'hépatite C, c'est décrit avec la lèpre, même si ça reste exceptionnel. C'est également décrit avec le Covid. Et donc, un certain nombre de patients qui ont fait un Covid ont eu aussi des neuropathies des petites fibres. Là, je mets juste ici un papier qui montre la répartition des différentes causes sur près de 950 patients, 920 patients. Vous voyez ici que les causes immunologiques, c'est environ 20%. Le diabète et l'intolérance au glucose, on est aussi autour de 20%. Et puis, vous avez le reste qui est réparti entre la chimiothérapie, l'alcool, les gammopathies monoclonales, le déficit en vitamine B12. Les mutations, ça, c'est plutôt des variants. Je ne suis pas d'accord avec ces résultats. C'est plutôt des variants. Mais retenez qu'environ 50% des patients restent avec une neuropathie dite idiopathique. Alors, y a-t-il des arguments en faveur d'une origine dysimmune? Ça, c'est également intéressant. En dehors des maladies auto-immunes, on a pu mettre en évidence très récemment la présence d'anticorps, d'anticorps anti-FGFR3 ou d'anticorps anti-TSHDS chez environ, on va dire, entre 10 et 40% des patients qui ont une neuropathie des petites fibres dites idiopathiques. Ces neuropathies se présentent le plus souvent sous forme de neuropathie non longueur dépendante, avec des troubles dysautonomiques, avec des douleurs neuropathiques, et sont particulièrement sensibles aux immunoglobulines polyvalentes. Donc voilà un élément supplémentaire, quelque chose qu'il faut connaître. Il n'y a qu'un seul centre aujourd'hui en France qui peut doser les anticorps anti-FGFR3, c'est le laboratoire d'immunologie, de neuroimmunologie de l'hôpital Saint-Étienne. Mais retenez qu'au-delà de tout ce que je vous ai dit, une fois qu'on a dit que c'est idiopathique, n'oubliez pas qu'il y a des anticorps qui ont été décrits récemment, dont nous espérons la disponibilité, et cela nous permettra d'implémenter la recherche parce que les neuropathies des petites fibres associées à ce type d'auto-anticorps sont particulièrement sensibles à un traitement immunomodulateur. Nous-mêmes, nous l'avons expérimenté dans le service en traitant des patients qui ont un syndrome de Sjögren par immunoglobuline polyvalente dans un contexte de neuropathie des petites fibres avec une amélioration significative de la douleur entre la première cure et le 6e mois de traitement, et donc avec une diminution significative de la douleur et une amélioration du score SF36, donc une amélioration de la qualité de vie. Là, la différence avec la fibromyalgie, on pourra revenir dessus. Ce n'est pas l'objet de l'exposé, mais on peut toujours en parler. Je passe dessus également parce que ça peut être le sujet d'une discussion. En tout cas, pour finir, les neuropathies des petites fibres, c'est un tableau qui est multiforme. C'est des douleurs neuropathiques, c'est des paresthésies, c'est des dysesthésies, c'est les troubles neurovégétatifs. Je recommande toujours un bilan diagnostic approfondi à partir du moment où vous vous orientez vers des douleurs neuropathiques, avec donc soit une biopsie neurocutanée, soit des tests neurophysiologiques ou la combinaison de l'ensemble des tests si c'est disponible dans votre centre, et de faire une évaluation du retentissement systémique, en particulier sur la qualité de vie, et puis la prise en charge thérapeutique. Je ne rentre pas dans le détail, on est dans le cas de douleurs chroniques, de douleurs neuropathiques, il faut qu'il y ait un centre antidouleur. C'est important qu'un centre antidouleur soit sur le coup parce qu'il n'y a qu'un des médecins dont la formation est de gérer la douleur. Ensuite, l'interniste ou le médecin polyvalent que vous êtes, vous devez être en mesure d'utiliser les médicaments spécifiques qu'on peut utiliser dans le cas des douleurs neuropathiques, que ce soit les antidépresseurs de type duloxétine, venlafaxine ou le Laroxyl, que ce soit les antiepileptiques comme la gabapentine, la prégabaline, que ce soit des antalgiques plus usuels. Il ne faut pas oublier qu'il existe aussi actuellement des traitements locaux, en particulier la capsaïcine, le Qutenza, que l'on peut appliquer sur des zones localisées
sur des endroits localisés donc de douleurs neuropathiques. Et on peut aussi faire des préparations magistrales de médicaments. Tout cela est fait dans les centres antidouleurs, sans compter les traitements non allopathiques, hein, les traitements suggestifs avec la RTMS, avec les techniques de neurofeedback, avec la sophrologie, avec le yoga, etc. Et puis, s'il existe une maladie spécifique, en particulier une maladie inflammatoire, il faut réfléchir aux thérapeutiques immunomodulatrices ou immunosuppressives, hein, donc dans les formes qui sont liées à de l'inflammation. Voilà, je vous remercie pour cette invitation et pour l'écoute, et je reste à votre disposition pour quelques questions si c'est possible. Oui, j'ai une question sur la fibromyalgie, justement. Je ne sais pas, vous avez pas trop abordé ce sujet, mais j'ai découvert récemment qu'il y avait une grande association entre fibromyalgie et neuropathie à petite fibre, jusqu'à 30-40% des patients sans aucune autre maladie associée. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que chez le fibromyalgique, ça a un intérêt de chercher cette maladie? Alors, merci beaucoup pour cette question. Ça fait partie des choses que j'évoque dans cet exposé, mais que j'ai réservé cette partie justement pour la discussion. La réalité, c'est que quand on vous pose la question de savoir ce qu'est une fibromyalgie, personne aujourd'hui n'est en mesure j'allais dire, de prouver une fibromyalgie. Nous avons des échelles. Un patient doit satisfaire un certain nombre de critères, des symptômes douloureux depuis au moins 3 mois, des douleurs généralisées, une échelle de sévérité des symptômes, et avec tout cela, on va définir. Et quand vous regardez l'échelle de sévérité des symptômes, vous avez des choses non spécifiques comme la fatigue, les troubles du sommeil, les troubles cognitifs. Et puis, dans le détail des symptômes somatiques, vous avez côlon irritable, vous avez constipation, vous avez diarrhée, vous avez engourdissement, picotement, démangeaison, bouche sèche, yeux secs, vision floue et besoin d'uriner, miction douloureuse. Donc, vous voyez quand même assez rapidement que vous pouvez retrouver dans tous les symptômes qui sont décrits ici une explication rationnelle qui peut passer soit par une atteinte des petites fibres, soit par une atteinte végétative. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à nous poser cette question. Et là, c'est un travail qui a été fait par une amie qui est à Boston, en Louise Aucklandler, qui a pris des patients qui étaient étiquetés fibromyalgiques, de base, et à qui elle a décidé de faire les examens pour savoir si oui ou non certains d'entre eux pouvaient avoir une neuropathie des petites fibres. Et vous voyez ici, sur les 39 patients, 14 remplissaient les critères pour une neuropathie des petites fibres. Et quand on regarde sur les symptômes, s'il y a quelque chose qui différencie ces patients, cliniquement, il n'y a rien qui différencie ces patients. Peut-être les picotements, d'accord? Peut-être les picotements un peu plus fréquents, un peu plus sévères dans la neuropathie des petites fibres, dans les fibromyalgies sans neuropathie des petites fibres. Autre travail, elle a regardé si oui ou non, en termes de manifestations végétatives avec le COMPASS 31, est-ce qu'il y avait une différence? Il n'y a absolument aucune différence entre les deux groupes. C'est pour cela qu'un certain nombre de gens se sont posé la question de savoir si la fibromyalgie n'était pas en fait dans le spectre des neuropathies des petites fibres. Et là, c'est une méta-analyse qui reprend toutes les études dans lesquelles on a regardé la fibromyalgie, on a pris des patients qui ont une fibromyalgie et on leur a passé les tests neurophysiologiques et des biopsies cutanées pour savoir s'il y a des arguments pour une neuropathie des petites fibres. Et pour faire simple, 49% des patients dits fibromyalgiques remplissaient les critères cliniques, histologiques ou neurophysiologiques de neuropathie des petites fibres. Et quand moi-même, j'ai fait une enquête simplement chez mes patients suivis pour un centre de Sjögren, avec 31 patients qui avaient une neuropathie des petites fibres dans un contexte de Sjögren, et quand je leur passais le questionnaire FIRST, vous avez 42% de ces patients qui, à l'inverse, remplissaient les critères de fibromyalgie. Donc, on est dans deux pathologies, ou en tout cas deux entités nosologiques qui sont très proches sur le plan symptomatique, à la différence qu'il y en a une que l'on documente, que l'on prouve, et il y en a une qu'on ne prouve pas. Donc, ma conclusion rejoint un petit peu celle du professeur Levin qui proposait en 2018 que la fibromyalgie puisse faire partie du spectre des neuropathies des petites fibres, en tout cas des dysfonctionnements des petites fibres, avec deux types de manifestations. Vous avez les patients qui sont douloureux, vous avez les patients qui ont une atteinte du système nerveux autonome, isolés ou associés à la douleur. Dans les patients douloureux, vous avez des douleurs paroxystiques, distales, l'érythromélalgie, ça c'est vraiment à part et n'ont aucune caractéristique de fibromyalgie. Vous avez des patients qui ont des douleurs neuropathiques de type longueur dépendant qui sont très claires, ça brûle, ça pique, c'est une neuropathie diabétique, ça n'a rien avec la fibromyalgie. Puis vous avez des patients qui ont des douleurs plus diffuses, qui sont musculaires, avec des crampes musculaires, avec des douleurs musculaires,
hein, et ce sont ces patients-là qui le plus souvent ressemblent à la fibromyalgie. Et quand on regarde, ils ont presque tous des troubles digestifs, des troubles cognitifs, des troubles du sommeil. D'accord? Donc, ma conviction aujourd'hui, ce n'est pas de dire que la fibromyalgie n'existe pas. Ma conviction aujourd'hui, c'est que quand on est face à un patient qui se plaint dans certaines manifestations pour lesquelles on se dit qu'il s'agit d'une fibromyalgie, c'est quand même toujours préférable, je trouve, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'arguments supplémentaires qui puissent faire évoquer une neuropathie des petites fibres. Est-ce que ça change quelque chose sur le plan thérapeutique? Oui, ça peut changer quelque chose. Parce que dans un contexte de neuropathie des petites fibres, si vous la documentez, vous pouvez peut-être vous dire, mais tiens, il y a peut-être autre chose. Des anticorps anti-FGFR3, des anticorps anti-TH-ASDS. Et si vous avez ce type d'anticorps, vous rentrez dans le cas des neuropathies dysimmunes qui sont sensibles à un traitement immunomodulateur. Aujourd'hui, c'est les immunoglobulines polyvalentes. Peut-être que dans les années qui viennent, on pourra discuter des inhibiteurs du FCFRN, hein, qui sont de nouvelles molécules extrêmement intéressantes et qui ont le même mécanisme physiopathologique que les immunoglobulines polyvalentes. Donc, c'est pas anodin d'aller jusqu'au bout. C'est important d'avoir une vraie étiquette et de dire c'est une fibromyalgie, j'ai rien trouvé d'autre, j'ai une neuropathie des petites fibres, c'est une fibromyalgie, ok. Ou de dire c'est une neuropathie des petites fibres, je l'ai documenté, je l'ai prouvé et on va maintenant vous suivre, hein, pour vous traiter, surtout qu'il y a des choses qui changent avec le temps et peut-être que des auto-anticorps nouveaux sortiront. Donc voilà ma réponse par rapport à cette question.